Le cas échéant, on réactivera les micros peut-être en fin de session si certaines personnes ont des questions à poser. Il ne faut pas hésiter. Je vous souhaite au nom du CLUSIS toutes et tous la bienvenue à cette nouvelle présentation du livre blanc sur la protection des données. Je ne sais pas s'il fait trop chaud dehors pour que vous soyez aussi nombreux derrière votre écran ce soir avec nous, ou si c'est finalement la température qui monte avec l'échéance de cette entrée en vigueur de cette nouvelle loi d'ici une dizaine de jours qui vous anime. Mais en tout cas, je suis ravi de vous retrouver tout aussi nombreux et nombreux dans cette conférence du CLUSIS. Voilà. J'ai peut-être une petite question avant de démarrer. Est-ce que la notion ou les notions principales de cette nouvelle NLPD, elles sont comprises de tout le monde, ou est-ce qu'il faut peut-être brosser en quelques minutes finalement les enjeux de cette nouvelle loi? Donc, pour des gens pour qui c'est pas clair aujourd'hui, ben, on peut peut-être commencer par ça. Je vous demanderai de lever la main. Il y a un petit icône en haut de l'écran qui vous permet de lever la main. Si, faut pas hésiter. Donc voilà, il y en a quand même quelques-uns qui lèvent la main. Donc on va peut-être commencer par ça en quelques minutes avant le livre blanc. Et je vous propose de baisser la main. Donc merci pour ce petit sondage. Donc je vais partager mon écran et puis on va peut-être commencer par cette présentation-là. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Cette présentation, c'est un PowerPoint qui fait partie du livre blanc et partie intégrante du livre blanc et qui doit vous permettre, dans vos organisations, d'expliquer cette nouvelle loi sur la protection des données à vos collaboratrices et collaborateurs. Donc voilà, le champ d'application de cette nouvelle loi, d'abord, on traite, je vais passer rapidement, hein, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est important de comprendre qu'on ne traite que le traitement des données personnelles concernant des personnes physiques. On ne traite pas de données d'entreprise, on traite vraiment de données personnelles qui concernent ces personnes physiques. Ça s'applique à toute la Suisse. Cette loi entre en vigueur le 1er septembre. Et puis, elle est soumise à l'autorité de supervision du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Je vous invite à aller visiter son site. Il y a plein d'informations qui sont extrêmement intéressantes. Elle s'applique à l'administration fédérale et à toutes les sociétés privées. Voilà. Les cantons et les communes ont des lois cantonales avec des préposés cantonaux. Ils sont pas, bien évidemment que c'est inspiré des mêmes lois. C'est certainement pas loin du copier-coller, mais il y a quand même un certain nombre de différences. Donc, cette loi sur la protection, nouvelle loi sur les protections des données qui rentre en vigueur d'ici 10 jours concerne l'administration fédérale et les sociétés privées. Voilà, il y a un certain nombre de sanctions qui sont prévues, qui sont des sanctions pénales, jusqu'à des amendes pouvant atteindre 250 000 francs pour le non-respect de l'application de cette loi. Voilà, pourquoi on a fait une nouvelle loi? Parce que, d'abord, l'ancienne loi datait de 1993 ou 92, et puis il fallait intégrer finalement tous les problèmes liés au numérique. D'abord, les problèmes des GAFA, de Facebook et autres, Microsoft, Google et autres, qui finalement nous donnent un certain nombre de services, mais exploitent nos données dans d'autres contextes que ceux pour lesquels on a fait appel à leurs services. Voilà. Donc, c'était important. Il y a quelqu'un qui a son micro activé. Je vous demande de bien vouloir le désactiver. C'est un petit peu désagréable. Merci. Donc voilà, il fallait donc adapter cette nouvelle loi à la protection des données à ces questions numériques d'un côté, et puis de l'autre, il fallait également rendre le droit suisse compatible avec les nouveaux règlements européens, ça s'appelle le RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui est applicable en Europe, et on avait besoin de cette compatibilité. Voilà. Les principaux changements et les nouvelles obligations, donc encore une fois, rapidement, seules les données des personnes physiques sont concernées. On est désormais obligé de mettre en œuvre des principes de traitement de la NLPD
pour tout nouveau projet. Donc aujourd'hui, avec la mise en application de la loi, il s'agit d'appliquer les principes du mieux possible dans votre contexte. Bien évidemment que si vous avez une application informatique aujourd'hui qui ne respecte pas cette nouvelle loi sur la protection des données, vous ne pourrez pas la changer d'ici 10 jours, certainement pas. Par contre, si vous démarrez un nouveau projet, vous pourrez tenir compte de cette problématique de protection des données et vous devrez tenir compte de cette problématique-là. Donc, à la conception du projet, il faut imaginer les conséquences que ça pourrait avoir sur la protection des données. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin. Oui, il y a l'obligation de tenir un registre des activités de traitement. Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, on le verra tout à l'heure. Ceci dit, nous, on vous conseille de le faire. C'est un bel outil, c'est un moyen simple, finalement, d'avoir une vue globale sur la protection des données. Quand on parle de données, on parle du traitement de ces données, du cycle de vie complet de ces données. Donc, ça part du début, de la collecte. Un candidat qui s'inscrit sur votre site web, finalement, il va vous donner un certain nombre d'informations. Ces données, ensuite, vous allez les stocker quelque part dans votre système d'information. Vous allez les utiliser, potentiellement les transférer à des tiers, que ce soit une solution informatique ou un partenaire ou un prestataire. Et puis, à la fin, vous allez soit conserver ces données, soit les détruire. Donc, la loi s'applique à toutes ces phases. Et vous avez un certain nombre de responsabilités qui vous imposent, qui vous incombent tout au long finalement de ce processus et ce cycle de traitement. Voilà, lorsqu'on parle de données, et plus particulièrement de données personnelles, on fait un distinguo entre des données d'identification, qui sont des données personnelles de base, et des données dites sensibles. Donc, toutes ces données personnelles de base, je vais les appeler comme ça, ce n'est pas décrit comme ça dans la loi, mais on peut les appeler comme ça concerne tous les éléments d'identification, donc nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email, etc. J'en ai mis d'autres ici, le compte bancaire, votre numéro de pièce d'identité, des photos, votre salaire même, c'est des données de base, sont des données d'identification. Et puis, dans le contexte de ces données personnelles, il y a également des données sensibles. Et ces données sensibles, elles sont énumérées dans le carré un petit peu plus foncé, des données d'ordre judiciaire, des données biométriques, génétiques, des opinions politiques, croyances religieuses, affiliations syndicales, des origines ethniques, une orientation sexuelle, des données de santé. Voilà, c'est important. Enfin, vous imaginez bien que c'est des données qui sont plus sensibles que simplement votre nom et prénom. C'est des données qu'on n'a pas envie de retrouver potentiellement ou utiliser sur la place publique. Donc, on a créé cette catégorie de données sensibles. Et l'enjeu que vous avez comme responsable du traitement de ces données, c'est de veiller à un traitement particulier de ces données sensibles. Vous devez les sécuriser de manière plus importante, peut-être les crypter dans votre base de données, peut-être qu'elles ne doivent simplement pas être en clair dans les documents que vous utilisez. Vous devez limiter l'accès à ces données aux seules personnes qui doivent absolument les traiter. Et vous ne pouvez pas ouvrir l'accès à de telles données à tout votre personnel dans l'entreprise. Et puis, il y a un élément extrêmement important également, c'est le consentement. On le verra tout à l'heure. Une des notions de cette nouvelle loi, c'est l'information et la transparence. Vous devez, ou plutôt les propriétaires des données, donc tout à chacun, a le droit de savoir pourquoi vous traitez des données, ce que vous en faites, comment vous le faites, à qui vous les transmettez, etc., etc. C'est un droit qui est donné maintenant à tout à chacun dans ce pays, de savoir ce qu'on va faire de ces données. Donc, pour pouvoir l'informer de ce que vous faites en termes de traitement de données, vous allez rédiger ce qu'on appelle une politique de confidentialité. Et cette politique, vous allez la publier potentiellement sur votre site Internet ou l'intégrer dans vos conditions générales ou dans vos contrats. Mais enfin, dans tous les cas, il faudra publier cette information à toutes les personnes pour lesquelles vous gérez leurs données. Et dès lors que ces données sont publiées, accessibles, qu'ils ont pu les voir, on part du principe qu'elles ont donné un accord implicite au fait qu'elles ont pris connaissance de ce que vous faites avec leurs données. Et dès lors qu'elles vous confient un mandat quelconque, je suis candidat dans votre entreprise ou je vous achète quelque chose, ben, implicitement, si vous leur avez expliqué ce que vous faites avec leurs données, elles acceptent ces conditions générales et donc elles sont informées. Dès lors qu'on traite des données sensibles et celles qui sont exprimées là dans ce carré plus foncé, là, ça ne suffit plus d'avoir une approche implicite
il faut avoir un accord explicite de la personne. Ça veut dire qu'il doit cocher, oui, j'ai pris connaissance du fait que mes données vont être traitées de telle manière, etc., etc. Ou alors signer, et vous devrez garder la trace finalement de cet accord que la personne vous a donné, sachant qu'elle pourrait potentiellement à terme renier cet accord, ou du moins vous le supprimer, et vous devrez être en mesure de pouvoir le gérer. Donc voilà, ces données sensibles, cette frontière entre les données personnelles et les données sensibles, elle est extrêmement importante et il faut en être conscient et il faut vraiment prendre des mesures particulières dès lors que vous êtes confronté à la gestion de ce type de données. Voilà, donc les principes généraux de la loi, on l'a déjà un petit peu évoqué, donc il y a un devoir de transparence. Vous devez informer préalablement les personnes concernées du traitement de leurs données, encore une fois au travers d'une politique de confidentialité. On verra tout à l'heure on vous en propose deux dans le livre blanc. Une première qui est destinée à tous les gens qui sont externes à votre société, donc vos clients, les candidats, vos partenaires, les gens qui viennent sur votre site web, qui participent à vos événements marketing, etc. Voilà. Et puis une autre qui est destinée à vos collaborateurs parce que c'est également des données que vous allez gérer. Et il faudra également pour ces derniers leur donner une information claire du traitement que vous faites de leurs données. On vous présente en tout cas dans le livre blanc deux modèles, un modèle lié au contrat de travail et un modèle plutôt lié aux relations que vous pouvez avoir avec l'extérieur. Voilà, premier principe, donc transparence, vous devez être transparent avec les gens sur les données que vous traitez et pourquoi vous le faites. Le deuxième principe, c'est un principe de finalité déterminée. Vous ne pouvez traiter les données que pour ce que vous avez communiqué. Donc, si vous dites je vais gérer vos données de candidature parce que sur votre site internet, vous proposez finalement aux gens de candidater à votre entreprise, vous ne pouvez pas, après coup, commencer à prendre ces données et puis inviter ces gens à des events marketing qui n'ont rien à voir avec le contexte de recrutement pour lequel vous avez obtenu ces données, ou commencer à les transférer à une autre société de votre groupe ou à d'autres personnes ou à des chasseurs de tête. Tant que vous ne l'avez pas communiqué, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous devez dire aux gens pourquoi vous collectez ces données et dès lors que vous l'avez décrit, vous devez respecter cet engagement et pas commencer à utiliser ces données dans d'autres contextes. On le verra, c'est important peut-être de penser, lorsque vous faites du traitement de données, à penser aux statistiques. On dit, ben voilà, on va utiliser vos données dans le contexte du recrutement. C'est peut-être bien de spécifier également dans vos politiques que vous allez également faire des statistiques en interne avec ces données. Pourquoi vous faites des statistiques? Ça vous permet de les utiliser, encore une fois, transparent dans l'utilisation que vous faites de ces données. Voilà, ensuite, il y a un principe de minimisation des données. Vous ne pouvez collecter que ce dont vous avez impérativement besoin. On avait l'habitude par le passé de profiter finalement d'avoir une relation pour renseigner un maximum d'informations au cas où, on ne sait jamais, on pourra en avoir besoin. Ben là, la loi, elle nous dit non, désormais, vous ne pouvez collecter que ce que vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin du sexe, si vous n'avez pas besoin de la date de naissance, si vous n'avez pas besoin du numéro AVS, etc., etc., ben ne les collectez pas. Pourquoi on vous dit ça? Ben, simplement que si un jour ces données malheureusement finissent dans le dark web parce que vous avez été piraté, ben, moins il y en aura, mieux ça ira. Donc voilà, c'est un peu le principe, on ne collecte que ce dont on a besoin. Principe suivant, c'est la confidentialité. Donc là, on doit faire en sorte de pouvoir conserver ces données de manière confidentielle. Donc, ça implique d'avoir un système d'information, un service informatique qui met en place les protections et les sécurités qu'il faut pour que ces données restent confidentielles, ne soient pas accessibles à quiconque de l'extérieur, en tout cas pas, soient limitées également à l'interne, tout le monde n'ait pas tous les droits de tout voir, et voilà, qu'on traite de la problématique également des sauvegardes, par exemple, de sorte à ce que la confidentialité de ces données soit respectée. Ça regroupe également la question de la sécurité. Et puis, la conservation, c'est un élément extrêmement important. Donc, dès lors que
vous avez traité ces données, eh ben, il faut soit les supprimer, soit les rendre anonymes. Parce qu'encore une fois, le risque, prenons ces données de recrutement, si un candidat n'a pas été retenu finalement dans l'entreprise, ben, ça ne sert à rien de conserver son dossier pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans ou même plusieurs mois. Donc, dès lors que vous avez pris une décision et que le dossier n'est plus nécessaire, supprimez-le. C'est toutes des informations que vous n'aurez pas à gérer et c'est encore une fois toutes des informations qui finiront pas sur le dark web si malheureusement vous êtes craqué. Voilà, et dernier point, c'est l'exactitude. Vous êtes tenu finalement de vérifier l'exactitude des données dont vous disposez. Si vous constatez que ces données sont fausses, vous devez les corriger. Et puis, les propriétaires de ces données, dans le souci de transparence qu'on a évoqué tout à l'heure, peuvent vous contacter en demandant à être informés des données que vous avez sur eux. Et s'ils constatent qu'elles sont fausses ou elles sont potentiellement partiellement fausses, ils peuvent vous demander de les corriger et vous devez, le cas échéant, les corriger. Voilà, donc ça, ces principes généraux, c'est vraiment les éléments essentiels de cette loi sur la protection des données qu'il faut bien comprendre. C'est que d'un côté, on a des citoyens, des gens comme vous et moi, qui ont des droits de savoir quelles données on a sur nous, ce qu'on en fait, comment on les traite. Si elles ne sont pas correctes, on a le droit finalement de les faire corriger. Ça, c'est la responsabilité ou le droit finalement de chaque personne. Et puis face à ça, on a des entreprises qui ont la responsabilité d'accorder ces droits aux propriétaires des données et puis qui ont dans le même temps la responsabilité de protéger ces données et de veiller à la confidentialité. Voilà. Dès lors que, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous démarrez un nouveau projet, eh ben, vous avez désormais ce devoir de traiter cette problématique de protection des données en amont, c'est-à-dire de vous poser la question en amont des impacts que ça va avoir, et puis ensuite construire votre projet en ayant tenu compte de tout ça. Je vais vous donner un petit exemple. Notre entreprise Softcom est basée dans le canton de Fribourg. Il y a encore quelqu'un qui a à nouveau son micro ouvert. Si je peux vous demander de le fermer, s'il vous plaît, ce serait gentil. Voilà, donc la Chambre de commerce dans le canton de Fribourg a lancé un magnifique projet qui s'appelle Open Fribourg. C'est une possibilité qui sera offerte d'ici quelques semaines aux citoyens du canton ou de la région de venir visiter tout ou partie des entreprises qui sont partie prenante de ce projet. Il y a une application mobile qui a été développée sur laquelle les citoyens peuvent s'inscrire et puis pour aller participer à telle ou telle porte ouverte. Ben voilà, avant, on lançait ce projet, on lançait un cahier des charges, on faisait son application mobile et puis on lançait l'affaire. Désormais, c'est plus possible. Dès lors qu'on va collecter des données, avant de lancer Fribourg Open, eh ben, il faut penser à cette problématique de protection des données. Il faut intégrer les questions de protection, de sécurité, etc., qu'on vient d'évoquer dans la réflexion et puis dans tout le traitement qu'on va en faire finalement tout au long de la démarche. Voilà. Donc, il y a une proposition qui est faite là avec une analyse d'impact. Donc, l'idée, c'est, avant de démarrer le projet, regardez quelles données vous allez traiter, comment vous voulez les utiliser, avec qui, à qui vous les allez transférer, qu'est-ce que vous devez faire en termes d'information, etc. Et puis, le cas échéant, intégrer ceci dans votre projet et être particulièrement vigilant, encore une fois, s'il y a des données sensibles dans votre projet. Voilà, ça, c'est les détails de l'analyse d'impact. Je ne rentre pas plus en détail là-dessus. Voilà. J'espère que j'ai réussi en quelques minutes là, à vous expliquer les gros enjeux de cette nouvelle loi sur la protection des données. Et j'ai perdu ma souris, je vais être embêté. Voilà, c'est parfait. Et je vous propose de passer maintenant à la présentation donc, du livre blanc. Pourquoi ce livre blanc? Eh ben, depuis maintenant à peu près 2 ans, on a organisé avec le CLUSIS, mais aussi avec l'affaire Genève, un certain nombre d'événements autour de cette nouvelle loi sur la protection des données. On a eu beaucoup de juristes, de spécialistes, etc., d'avocats qui sont venus nous expliquer en détail les enjeux de cette loi. C'était extrêmement intéressant, on a beaucoup appris, et puis, mais on s'est aussi rendu compte qu'entre
les exigences décrites dans la loi et puis la réalité de la mise en œuvre dans une PME. Je ne parle pas de la mise en œuvre dans une grande entreprise, parce que là, ils ont tout ce qu'il faut, mais dans une PME, c'est un petit peu plus compliqué et c'est un petit peu le grand écart. Donc, suite à cette réflexion, on s'est proposé finalement de profiter de la mise en conformité de la société Softcom pour documenter finalement notre travail, documenter notre démarche, documenter ce qui a été fait, d'en faire un espèce de kit, un manuel d'utilisation avec un certain nombre d'annexes, de documents qui vont finalement aider les PME à réaliser ce projet de mise en conformité. Voilà, donc d'où le résultat de ce livre blanc qui a d'ailleurs été révisé et contrôlé par le service juridique de l'affaire Genève. Donc, je pense que les choses doivent être plutôt de bonne forme pour pouvoir vous accompagner dans ce projet de mise en conformité. Voilà, notre expérience donc chez Softcom, c'est que c'est quand même un travail relativement conséquent, hein. Je pense que nous, ça nous a pris près de 3 mois. On a commencé à la fin de l'année dernière, en début décembre de l'année dernière. Bon, il y a eu les fêtes entre deux, mais globalement, entre le début de notre formation, de la sensibilisation des gens chez nous, et puis la clôture du projet, il s'est quand même passé 3 mois. Ce n'est pas 3 mois de travail, mais c'est quand même une durée assez importante, quoi. Ensuite, il faut doser juste parce que ben voilà, si on veut appliquer la loi jusqu'à sa dernière virgule, ben je pense qu'on peut y passer effectivement un temps extrêmement conséquent. Et dans nos PME, on a souvent d'autres priorités que de faire de la compliance. Ceci dit, je pense qu'en suivant ce livre blanc, il y a moyen d'avoir une application, on va dire, raisonnable de la loi qui garantit en tout cas le minimum et qui garantit finalement les intérêts de l'entreprise. Parce que c'est surtout, il faut voir cette mise en conformité avec cette NLPD comme une opportunité. Comme une opportunité, pourquoi? Parce que il y a deux éléments. Cette notion de protection des données, c'est un vecteur de confiance. Vous avez des clients finalement qui vous mandatent pour réaliser un certain nombre d'activités et qui vous donnent leurs données. Donc, ils s'attendent d'abord à ce que vous les traitiez avec attention, que vous fassiez finalement la mission pour laquelle ils vous payent. Et puis, ils s'attendent également à ce que vous soyez potentiellement vigilant avec leurs données et puis qu'elles ne finissent pas dans le dark web ou sur la place publique avec des conséquences pour eux qui sont vraiment détestables, soit de l'usurpation d'identité, soit on utilise leur mot de passe, soit finalement on a leur vie privée qui est étalée sur la place publique, etc. Donc voilà, c'est un vecteur de confiance pour vos clients et c'est le même vecteur de confiance pour vos collaborateurs. On est dans un contexte aujourd'hui de marché du travail où il est difficile de recruter des gens. C'est tout aussi compliqué de les garder. Il y a eu beaucoup de turnover partout dans toutes les entreprises ces dernières années. Ben voilà, vos collaborateurs, quelque part, ils s'attendent aussi à ce que vous protégiez leur vie, leurs données et que finalement leur fiche de paye ne se retrouve pas communiquée dans le quartier ou d'autres informations encore pires. Donc, c'est une opportunité d'abord comme vecteur de confiance pour ces deux populations et c'est aussi une opportunité dans votre entreprise pour vous poser des questions sur votre sécurité informatique. Et là, je m'arrête 2 secondes pour vous dire que si vous devez dépenser 100 pour la mise en conformité de ce projet de protection des données, dépenser peut-être 60, 70 ou même 80, je ne sais pas, pour investir dans la sécurité de votre système d'information, dans la sécurité de votre informatique, et mettez les 20, 30, 40 qui restent pour vous mettre en application, en adéquation avec la loi. Ça ne sert à rien d'avoir de belles politiques de confidentialité sur votre site Internet, d'avoir un magnifique registre des traitements, d'avoir analysé
tout ce que vous pouviez analyser en interne, etc. Et puis derrière, d'avoir une informatique qui a un vrai mental avec des trous partout, une sécurité qui est lacunaire, des gens qui ne changent pas leur mot de passe, des gens qui utilisent le même mot de passe partout, pas d'antivirus, pas d'anti-spam, pas de formation et pas de sensibilisation des collaborateurs. C'est là-dessus qu'il faut investir. Il faut d'abord, avant d'avoir les choses bien classées chez vous dans vos classeurs, il faut quand même avoir des portes qui ferment et puis faire en sorte que vous sachiez où sont les clés, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité de refaire un point sur votre cybersécurité et profiter de le faire. Franchement, ça vaut la peine, ce d'autant que les temps sont difficiles actuellement. Vous avez vu le nombre d'attaques, ça ne fait que progresser. Voilà, si on commence à rentrer dans ce livre blanc, donc en gros, il a trois grosses parties, on va dire. La première, c'est une première partie qui doit vous permettre de comprendre la loi. Une deuxième partie qui va vous expliquer comment faire pour entrer dans ce projet de mise en conformité. Et puis, une dernière étape, on verra, qui parle de la révision. Parce que ce n'est pas parce que vous avez fait le projet cette année que vous allez pouvoir le laisser traîner 10 ans dans un tiroir. Il s'agira dans les années qui viennent, de réviser finalement votre conformité, de s'assurer qu'elle est toujours à jour. Donc, je vais prendre ce livre blanc maintenant. Il est là en bas. Voilà, parfait. J'espère que vous voyez mon écran toujours. Voilà. Donc, voilà. Table des matières, on l'a vu, il y a une petite introduction, il y a quelques références sur des documents qu'on vous invite à aller visiter. Et puis, il y a un premier chapitre qui concerne donc cette compréhension de la loi. C'est un petit peu la présentation que je vous ai faite tout à l'heure rapidement. Donc, qu'entendons-nous lorsque l'on parle de données? Qu'est-ce qu'un traitement de données? Quels sont les traitements de données d'une PME? On vous donne quelques exemples ici. Vous verrez, vous avez des exemples un petit peu dans le livre blanc, puis vous en avez aussi dans les documents qui sont annexés, de sorte à vous interpeller, à vous poser des questions, de savoir si vous avez vu les choses de manière exhaustive, ou du moins vous interroger sur des sujets qui vous sont peut-être pas venus à l'esprit. Voilà. Quels sont les principes généraux de la loi? On en a parlé, les éthiques, les étapes du privacy by design. Donc, si vous faites un projet et vous devez intégrer cette problématique de la réflexion de protection des données au début du projet, etc., etc. Puis ensuite, on vous explique globalement, ben voilà, comme pour tout projet dans une entreprise, il faut faire un plan, il faut nommer un chef de projet, etc. Il y a un certain nombre de contextes qui sont à mettre en place pour pouvoir démarrer ce projet dans de bonnes conditions au sein de votre organisation. Voilà. Et puis, on vous propose de commencer par une politique de sécurité. Donc, je reviens sur cette problématique de la sécurité du système d'information. Encore une fois, ça ne sert à rien de faire de beaux documents si derrière votre informatique, elle n'est pas sécurisée. Donc, si vous avez des doutes sur le niveau de protection de votre entreprise, le CLUSIS organise ce qu'on appelle des bilans cyber. Donc, vous pouvez contacter notre secrétariat. On a une approche qui permet de faire une analyse, etc., puis de vous dire où vous en êtes finalement de la sécurité de votre système d'information. Mais voilà, on vous propose en tout cas ici un certain nombre de thèmes qu'il s'agirait d'adresser, idéalement avec votre service informatique interne si vous en avez, si vous n'en avez pas avec votre prestataire. Et puis, ben voilà, si encore une fois, vous ne savez pas vers qui vous tournez, n'hésitez pas à contacter le CLUSIS. C'est vraiment un élément important. Voilà. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la première étape, c'est d'inventorier les traitements qui ont lieu dans l'entreprise. Pour ce faire, on vous propose d'utiliser un document qui est annexé à ce livre blanc qui s'appelle le registre des traitements. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire dans les PME. Ceci dit, on vous encourage encore une fois à l'utiliser parce que c'est un bon référentiel. Ça permet vraiment d'avoir une vue globale sur tous les processus et tous les traitements de données dans l'entreprise. Donc, vous voyez qu'on l'a pré-rempli là, hein. On a mis des traitements qui concernent les ressources humaines avec la gestion des salaires, la gestion des dossiers collaborateurs, la gestion des compétences, la gestion des entretiens annuels, la gestion de l'archivage des collaborateurs partis,
les assurances sociales, la gestion des absences, etc., etc. Voilà. On a un ami qui concerne le recrutement, un ami qui concerne le commercial, l'administration, le marketing, l'informatique, la compta, etc. Donc voilà, on vous a mis un certain nombre d'exemples. Ce n'est pas forcément exhaustif, hein. Vous pouvez avoir d'autres processus chez vous. Là, par exemple, moi, je ne vends rien en ligne chez Softcom, mais on pourrait imaginer que vous ayez de la vente en ligne, que vous ayez des services de garantie, du service après-vente, enfin, j'en sais rien. Donc, pour tous ces services, finalement, il s'agit d'identifier ces traitements. Et puis, dès lors que vous l'avez identifié et référencé finalement dans ce document de registre des traitements, la deuxième étape, c'est d'aller remplir un deuxième document qui s'appelle la fiche de registre. Donc là, c'est également annexé à notre livre blanc. Vous avez vu tout à l'heure dans le registre des traitements que je les ai numérotés, le numéro d'activité. Je vais toujours prendre mon exemple du recrutement. Donc, c'est la fiche de registre numéro 12. Donc, vous allez indiquer ici fiche de registre numéro 12, activité recrutement. Vous allez renseigner les noms de la personne qui est responsable de ce traitement chez vous. Et on va commencer à adresser finalement ces principes de la loi. Vous allez décrire les objectifs poursuivis, quelle est la finalité du traitement, pourquoi je vais collecter ces données des candidats pour le recrutement, ça paraît assez évident. Vous allez déterminer qui sont les personnes concernées finalement par cette collecte. En l'occurrence, ce sera dans cet exemple-là des candidats. Ensuite, vous allez identifier quelles sont les données que vous allez collecter sur cette personne. Là, on va avoir des données personnelles, nom, prénom, potentiellement des habitudes de vie, si vous demandez des hobbies ou des choses comme ça. On va avoir le CV, etc. Par contre, visiblement, on n'aura pas d'informations, pour un candidat, en tout cas, pas d'informations de données sensibles, je ne pense pas. Ensuite, ben voilà, on vous pose la question, est-ce que les données sensibles sont collectées, oui ou non? On va vous demander quelle va être la durée de conservation de ces données. Est-ce qu'il y a des destinataires externes, des organismes externes? Donc voilà, encore une fois, pour cette notion de recrutement, chez Softcom, moi j'ai un logiciel dans le cloud qui me permet de référencer toutes les candidatures avec tous les documents, l'étape finalement d'avancement du recrutement et puis la réponse aux candidats, les interviews, etc. etc. Donc ben voilà, il faut décrire ça. Des organismes externes, j'en utilise également. Je fais ce qu'on appelle chez Softcom du background check, c'est-à-dire que quand j'engage quelqu'un, je mandate une société pour vérifier la véracité de ses diplômes, savoir s'il n'y a pas de problème de poursuite ou d'autres problèmes pénaux, etc. Parce que mes clients, finalement, s'attendent à ce que je fournisse des collaborateurs ayant une probité irréprochable. Voilà, vous pouvez avoir des sous-traitants, etc. Donc voilà, ce document permet de lister ces différentes personnes à qui vous allez transférer ces données. On va vous poser la question de savoir si vous transférez des données hors de l'Europe, hors d'Europe. Donc le mieux, c'est toujours de stocker les données en Suisse. Voilà. Si vous ne pouvez pas les stocker en Suisse, ben voilà, vous pouvez utiliser les pays dits sûrs, dont notamment l'Europe, puisque l'Europe a adopté ce fameux RGPD qui est à peu près l'équivalent de notre LPD. Donc ça permet finalement de s'assurer qu'on a un traitement qui doit être plus ou moins identique ou à une sécurité identique à ce qu'on peut proposer en Suisse. Bah, si ce n'est pas hors de l'UE, que c'est Dieu sait dans quel pays, ou aux États-Unis, dans des pays sur lesquels on n'a pas forcément la même sécurité, ben, il faut se poser des questions et peut-être prendre des mesures appropriées, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité particulières à mettre en place pour préserver ces données? Ben voilà. Est-ce que les contrôles d'accès sont suffisants? Est-ce qu'on doit mettre en place une double authentification absolument sur le login parce que c'est des données sensibles, etc. C'est des questions que vous allez vous poser. Pose des questions sur la sauvegarde également. Voilà, ben moi, typiquement chez Softcom, je me suis rendu compte en faisant la mise en conformité de la NLPD que les sauvegardes que j'ai externalisées, je les ai bien évidemment pas chez moi parce que si je me fais hacker, je veux pas qu'on me hack également mes sauvegardes, donc c'est un service que j'ai externalisé et je me suis rendu compte qu'en externalisant tout ça, mes données n'étaient pas cryptées, mes sauvegardes n'étaient pas cryptées, donc j'ai dû changer typiquement de prestataire, voilà, etc., etc. Donc voilà, ce document,
Une fois que vous l'avez rempli, il doit vous permettre de vous poser des questions sur ce que vous devez faire pour respecter la loi. Et dès lors que vous vous posez ces questions, vous allez renseigner un document qui s'appelle la to-do list. Donc, si vous vous dites comme moi, eh ben, est-ce que mes données sont cryptées? Il faut que je vérifie. Est-ce que mes sauvegardes sont cryptées? Il faut que je vérifie si mes sauvegardes sont cryptées. Ou est-ce que mon logiciel de gestion du recrutement, il est conforme à la RGPD? Est-ce que mon sous-traitant qui fait du background check, il respecte aussi la NLPD? Pour le vérifier, il faudra que je lui envoie une lettre pour vérifier ou potentiellement signer un contrat qui intègre ces questions. Ben, c'est toutes des questions que vous allez pouvoir renseigner dans ce document qu'on appelle la to-do list. Voilà. Donc, on vous a déjà mis là également toute une série d'éléments sur lesquels vous devriez vous poser des questions, et notamment des questions liées à la cybersécurité, et vous complétez simplement cette to-do list. Et puis le jeu finalement derrière de tout ça, ben, c'est de faire en sorte que toutes vos to-do soient réglées, traitées, et vous aurez finalisé finalement votre projet de mise en conformité à la NLPD. Voilà, il y a d'autres documents qui vous sont proposés également. Le PowerPoint de présentation à vos collaborateurs, je vous en ai parlé. Il y a la politique de confidentialité. Donc, comme je vous l'ai dit, vous devez finalement informer vos clients, vos candidats, etc., de la manière dont vous traitez leurs données, soit en mettant ça sur votre site web, c'est la version la plus simple, mais vous pouvez encore une fois aussi mettre ça dans vos contrats ou dans vos offres ou dans d'autres documents, à vous de voir. Mais là, on vous donne un modèle. Et puis, ben voilà, dans ce modèle, on commence par traiter de la problématique du traitement des données sur le site web. Déjà, quelqu'un qui vient sur le site Softcom, ben, on a des cookies, on a des informations, on utilise Google Analytics, etc. On récupère, par exemple, l'adresse IP de la personne qui vient sur notre site. Ben, l'adresse IP, c'est déjà une donnée personnelle qu'on doit traiter. Donc, il s'agit d'être clair sur l'utilisation qu'on fait de ces données. Voilà, on a intégré des informations sur le service d'assistance téléphonique, par exemple, si quelqu'un appelle, comment on va traiter ces données, qu'est-ce qu'on fait des contacts qui nous sont adressés par mail ou par courrier, quels sont les traitements qui sont issus derrière l'utilisation d'un formulaire de contact sur notre site web, qu'est-ce qu'on collecte et qu'est-ce qu'on en fait. On vous a laissé ça chez Softcom, on ne l'utilise pas, mais si vous avez une boutique en ligne, finalement, qu'est-ce qu'on fait des données liées aux informations qui ont été collectées dans le cadre d'un achat? On retrouve notre candidature à un poste ouvert. Qu'est-ce que je demande comme information? Quels sont les documents que je demande, etc. Voilà, l'abonnement à notre newsletter. On détaille un petit peu, finalement, dans cette politique de sécurité, toutes les relations qu'on peut avoir avec des gens externes à l'entreprise et la manière dont on va traiter ces différents cas. Voilà, je vous ai parlé des cookies tout à l'heure. Est-ce qu'on utilise des outils de suivi comme Google Analytics, Google Maps, les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes en contact avec vos clients sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous faites de ces données? Et combien de temps vous gardez les données? À qui vous les transférez? Etc., etc., etc. Donc voilà, cette politique de confidentialité, c'est un modèle. En fonction de ce que vous aurez décrit dans le cadre de vos analyses de processus, ben, vous allez adapter ce document pour qu'il reflète finalement la réalité des traitements et de ce que vous faites au sein de votre entreprise. Il y a exactement le même pour les RH. Voilà. Donc, typiquement, c'est un document, on avait déjà un certain nombre d'annexes à nos contrats de travail. On a intégré finalement cette partie-là dans l'annexe à nos contrats. Voilà, on explique finalement aux gens, de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure pour les externes, on leur explique ben, voilà, ce qu'on collecte, quels sont leurs droits, combien de temps on les garde, etc. Et puis, nous, on a été assez dans le détail, en interne en tout cas, on leur expliquait où on était assuré pour les allocations familiales, qu'est-ce qu'on fait, on a un courtier, on a parlé du courtier, etc. Bref, on a vraiment détaillé tous les traitements pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la manière dont on traite ces données. Voilà.
On a de la vidéosurveillance dans nos locaux, donc on a bien évidemment intégré ça également. Voilà. Donc un modèle de lettre, un modèle de, pardon, de politique de clause de confidentialité que vous pouvez joindre à vos contrats de travail. Voilà, il y a d'autres documents également qui sont dans ce livre blanc, mais encore celui-ci qui est intéressant. Dès lors que dans le cadre de votre analyse de vos processus, vous détectez qu'il y a un sous-traitant à qui vous transférez des données. Prenons mon cas avec ces background checks que je fais pour les gens qui intègrent l'entreprise chez nous. Voilà, ben, on va lui adresser un courrier à ce sous-traitant en lui disant qu'en lien avec la mission qu'on lui donne, on lui demande de nous confirmer que l'hébergement des données est exclusivement en Suisse, etc., etc. Toutes les exigences qu'on a évoquées tout à l'heure sont listées là-dessus. Et puis, ben, on va lui demander de nous répondre, de signer finalement ce document pour nous rassurer sur le fait que ben, voilà, les données qu'on leur donne, ils en prennent soin au même titre que les efforts qu'on peut faire en interne. Voilà. Vous avez un deuxième modèle de document qui n'est pas la lettre, mais qui serait pour vos futurs prestataires ou vos futurs sous-traitants. C'est la même chose, mais sous forme de conditions générales que vous pourriez intégrer dans vos contrats. Là, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas intérêt à renégocier les contrats avec vos fournisseurs. Donc, plutôt que de vouloir intégrer des clauses et re-signer un nouveau contrat, ben, cette lettre, c'est un moyen de s'assurer qu'ils sont en conformité aujourd'hui. Et puis, s'il y a des nouveaux contrats à faire, vous pouvez plutôt utiliser la voie des conditions générales avec quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, mais qui est peut-être plus adapté. Voilà pour ce qui est de ces documents. Je vais reprendre ma présentation. Hein. Donc, on a parlé du livre blanc, de la formation destinée à vos collaborateurs, de la lettre sous-traitante, de la politique de confidentialité, de la clause de confidentialité. On vous a mis un modèle de lettre aussi au préposé fédéral à la protection des données. Si malheureusement vous deviez être victime d'un hacking et qui a abouti, vous êtes en devoir d'informer le préposé fédéral à la protection des données. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être faites en ligne, mais à l'époque où on a rédigé le livre blanc, il fallait le faire par écrit. Il n'y avait pas cette possibilité en ligne. Donc enfin, dans tous les cas, on l'a laissé. Il y a l'adresse. Si jamais c'est peut-être plus facile pour vous d'utiliser le courrier, vous pouvez le faire. Le registre des traitements, on en a parlé. Le to-do list, on en a parlé. La revue annuelle, ben, c'est rien d'autre qu'une copie de la to-do list qui vous dit que chaque année, ben, va falloir réviser tous ces traitements et vous assurer que ce soit juste. La fiche de registre, on en a parlé. Et là, le modèle de clause contractuelle pour les sous-traitants, on en a parlé également. Voilà, quelques conseils complémentaires. Formez votre personnel sensibilisé à cette problématique de cybersécurité et de protection des données. L'humain, c'est vraiment le maillon faible dans toute cette chaîne de confiance. Pour peu que vous ayez un service informatique qui a fait les choses correctement, ce qui va vous arriver, c'est finalement quelqu'un qui clique malencontreusement sur quelque chose ou qui transfère des données à l'extérieur alors qu'il n'aurait pas dû le transférer. Donc la seule manière de limiter ce risque, ben, c'est de former et de sensibiliser les gens. Chez nous, chez Softcom, on a mis en place des processus où on forme les gens au moment de l'onboarding, donc au moment où ils entrent chez nous comme des nouveaux collaborateurs. Ils sont obligés de suivre une formation sur la sécurité et des formations, pas une seule, des formations sur la sécurité et une formation sur la protection des données. Et puis, tous les 6 mois, on a des cycles où ils sont obligés de repasser de nouvelles formations, de nouvelles sensibilisations. On fait ça en ligne. Et puis, on a même ce qu'on appelle du social engineering, c'est-à-dire qu'on fait des fausses tentatives de phishing, c'est-à-dire qu'on envoie des faux emails malveillants à nos collaborateurs. Et si malheureusement, il y en a un ou l'autre qui clique sur le lien, eh ben, on va le renvoyer en formation et en réunion quelques minutes avec moi. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment important. La question, c'est pas de savoir si vous allez être craqué, parce que vous serez victime de hacking un jour, c'est certain. La question, c'est quand. Donc, plus vous pouvez retarder ça, plus vous pouvez limiter ce risque, ben mieux ça ira. Donc, formez votre personnel. Voilà.
Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est vraiment important d'investir dans votre sécurité informatique, c'est votre première protection. Donc, investissez là-dessus, soyez vigilants, continuez d'être attentifs. Face à nous, on a pas seulement des petits hackers de cité ou des de petits voyous, on a des organisations qui sont des organisations criminelles, professionnalisées, des gens issus du terrorisme, de mafia, potentiellement même des pays hein, qui sont clairement organisés pour nous extorquer de l'argent ou extorquer des informations. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. On est dans un monde numérique où il n'y a plus de frontières. Si vos données elles sont publiées, ben, elles sont disponibles dans le monde entier. Donc la sphère d'attaque ou la surface d'attaque a énormément changé. Donc il faut effectivement prendre ce problème-là avec beaucoup de sérieux et adresser d'abord ça avant d'adresser cette problématique de NLPD. Encore une fois, il vaut mieux avoir les portes bien fermées avant d'avoir les dossiers bien classés. J'ai remis former encore parce que je voulais vraiment insister. Donc, former votre personnel, je le répète. Et puis, voilà, ça peut paraître important, je vous l'ai dit, ça peut prendre 3 mois, effectivement, pour se mettre en conformité. C'est quand même du travail. Ceci dit, c'est quand même pas si complexe que ça. Nous, les entretiens avec chacun des services, finalement, vous avez vu, j'ai parlé du RH, du recrutement, de l'IT, de l'administration, etc. Ça nous a pris moins de 2 heures par service. Donc, comprendre finalement dans toute l'entreprise, bon alors, j'ai une société qui fait moins de 100 salariés, globalement, je comprends quand même comment elle fonctionne, donc je sais, il y a un certain nombre de choses que je maîtrise quand même, mais d'aller analyser dans le détail ces traitements de données avec nos collaborateurs, c'est quelque chose qui m'a pris 2 heures par service. Et puis ensuite, ben voilà, c'est du temps de faire les lettres aux sous-traitants, de s'assurer de avoir une politique de confidentialité correcte, etc., sensibiliser les gens, mais ce n'est pas un travail énorme non plus, quoi. Voilà. J'attire votre attention encore une fois sur la problématique de la donnée sensible. Si vous avez des données sensibles, vous traitez des données sensibles, vous devez y porter une vigilance particulière. Donc faites-le. Si vous avez des doutes, adressez-vous à des professionnels de la protection des données. Voilà, un conseil, c'est jamais un bon conseil, c'est jamais trop cher si on l'a pris suffisamment tôt. Et donc, si jamais vous avez des besoins, on a une liste de prestataires spécialisés au CLUSIS qui peuvent vous renseigner sur ces questions de protection des données. Voilà. Une fois que vous aurez fait ce travail, ben, il faudra penser effectivement à réviser ce processus ou réviser cette conformité de protection des données de manière périodique, au moins une fois par année, ça serait parfait. Nous, chez Softcom, on est certifié ISO 9001, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toute cette problématique de la NLPD et on l'a intégrée dans notre modèle qualité. Donc dès lors que, de toute façon, chaque année, on est obligé de vérifier nos processus et de corriger finalement les quelques points qu'on doit corriger chaque année pour ISO 9000, ben dans le même temps, on va faire cette question de la NLPD et ça ne nous prendra pas beaucoup plus de temps. Dès lors que c'est organisé, c'est parfaitement gérable. Voilà, j'aimerais remercier encore une fois l'affaire Genève pour d'avoir révisé notre livre blanc. C'était vraiment important pour nous d'avoir une caution juridique sérieuse là-dessus et je suis volontiers à votre disposition si vous avez des questions. Il nous reste encore quelques minutes par rapport au planning qui avait été prévu. Merci. Voilà, Moi, j'aurais une question, Monsieur Tso. dites-moi. Vous parlez de transparence. On a deux cas de figure que j'aimerais juste évoquer. Vous l'avez évoqué, c'est tout ce qui est compliance, quand on fait une analyse, une recherche sur des gens, sur des personnes, sur des sociétés. Si on fait une cartographie de parties prenantes pour comprendre des enjeux, on va rechercher des informations sur les liens des personnes. On ne peut pas faire preuve de transparence vis-à-vis de ces gens-là. On est en train de faire un dossier, un travail d'identification, de connexion, de profil, de parcours. On répond pas à la loi, du coup. Bon, pas sûr. Enfin voilà, rien ne rien ne comment est-ce qu'on appelle ça, vous empêche dans le cadre de votre politique de confidentialité, d'informer le fait que vous avez, moi c'est mon cas, hein, j'ai des hunters, j'ai des gens qui font du recrutement en interne, et donc du coup qui chassent et qui contactent des gens.
Après, ben, on a un processus où tant que les gens ne sont pas intéressés à déposer leur candidature, eh ben, on ne stocke pas leurs informations. Donc, à partir de là, je ne pense pas qu'on enfreint la loi, quoi. Mhm. On n'est pas transparent vis-à-vis de ces personnes, en tout cas. Bah, c'est-à-dire qu'au moment où vous les contactez, vous pouvez leur dire, quoi. Ouais, Mm. ok. Oui. Après, il y a une notion de proportionnalité dans la loi aussi, hein, j'entends. Il faut faire ce qui est possible de faire. On peut pas tout faire, j'entends. Si c'est, je comprends bien, nous on le fait également. Donc, on est dans une logique de chasse dans notre recrutement. Bien évidemment qu'on va sur LinkedIn, on fait du profilage, on essaie de comprendre qui sont les gens, etc. et ce qui peut nous intéresser. On n'a pas le moyen de les informer avant qu'on les contacte. Donc voilà, je pense qu'il faut être raisonnable aussi. Mhm. Ok, c'est intéressant, merci. Compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, soyez courageux. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a quelque chose dans les conversations, si quelqu'un préfère écrire. Ah, j'ai vu que Brigitte a écrit déjà. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai une question. Toutes Oui. les données que nous récoltons des clients, c'est pas vraiment des clients, mais nous, on doit faire des statistiques. Oui. Donc, nous, on a une base de données. Cette base de données, tous les collaborateurs ont accès. Oui. Le risque là-dessus est traité comment? Oui. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, prenons d'abord la question des statistiques en général. Donc, on dit effectivement dans la loi que on ne doit pas garder les données au-delà. Alors, d'abord, on doit être transparent. Donc, si vous faites des stats, il faut dire aux gens que vous allez faire des stats avec les données qu'ils vous donnent. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est élémentaire. Ensuite, quand vous faites ces stats, puisqu'on vous dit qu'il ne faut pas conserver les données inutiles au-delà du raisonnable, l'idéal, ça serait de garder le résultat des statistiques, mais de ne pas garder les fichiers de travail. Parce que si dans les fichiers de travail, vous avez des données personnelles, eh ben, l'idée, ça serait idéalement de ne pas les garder. Voilà, ça serait la solution idéale. Si vous êtes obligé, enfin, si vous avez des contraintes, etc., puis que vous ne pouvez pas refaire vos statistiques chaque semaine, parce que ce sera un travail, ou chaque mois, ce sera un travail infini, ce que vous pouvez faire potentiellement, c'est essayer d'anonymiser ces données personnelles qui sont dans vos fichiers de travail. Ça serait l'idéal, de sorte à ce que finalement, même si ben voilà, il y a des données, qu'on ne retrouve pas les données des personnes. Ça serait la deuxième solution. Après, pour répondre à votre question, ben effectivement, si vous avez des systèmes de gestion, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais dans la banque ou l'assurance ou je ne sais pas quoi, vous avez des systèmes de gestion de votre relation client qui respectent le droit, puis que derrière, vous sortez toutes ces données pour alimenter tout ça dans une grosse base statistique, etc., et puis que tout le monde y a accès, ben, il y a un problème. Donc, je pense qu'il faut effectivement imaginer peut-être des solutions ou réfléchir à des solutions pour minimiser ce risque, si c'est possible de le minimiser, quoi. Mais voilà, en principe, on cherche. Oui. Oui, je m'excuse, mais chaque personne doit pouvoir rentrer les données qu'elles ont par rapport aux gens qu'elles voient. Donc, Oui, alors si c'est des données de base, encore une fois, nom, adresse, machin, etc., ben, c'est embêtant, mais c'est pas catastrophique. Si c'est des données sensibles, là, c'est un problème, vraiment, hein. Si vous commencez à tout le monde a accès à toutes les données sensibles là, c'est un autre souci, quoi. Mais moi, je ne connais pas le système que vous utilisez, mais je pense qu'il faut effectivement être vigilant et, et réfléchir s'il n'y a pas d'autre manière de faire ces stats, quoi. Parce que le danger, dans les entreprises de moyenne à grande taille, le danger, c'est Excel, hein, clairement. Généralement, les applications de gestion qu'on utilise, elles sont bien conçues, bien sécurisées. On a des services informatiques qui ont bien fait les choses. Si vous sortez ces données pour les mettre dans des stats ou les mettre dans des fichiers Excel, puis que vous refaites toute la gestion dans des fichiers à côté et que pour ces fichiers, vous adoptez pas les mêmes règles de sécurité, ben, il y a un problème, quoi. Donc,
Je pense qu'il faut vous approcher des gens qui gèrent votre système de gestion statistique pour vérifier s'il y a quelque chose à faire ou pas pour respecter le droit. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, bonjour Monsieur Zo. Une petite Bonjour. question dans le registre où on doit reprendre toutes les données ou bien tout ce qu'on a fait avec les données sensibles. Est-ce que du fait que j'ai l'approbation explicite ou implicite de la personne concernée, est-ce que je suis obligé toujours de noter dans ce registre ce que j'ai fait des données que j'ai récoltées? Je veux dire, s'il m'a donné explicitement son accord d'utiliser ces données personnelles, est-ce que malgré cela, je dois mentionner dans le registre que je dois tenir dans la société ce que j'ai fait, quel genre de données j'ai récoltées, à qui je les ai traitées, à qui je les ai passées? Est-ce que je dois faire tout ça? Oui, donc, alors, le principe de base, il ne change pas. Donc, dès lors que vous récoltez de la donnée, vous allez devoir décrire ce que vous en faites et enfin, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, et, etc. Donc, vous devez effectivement décrire ces registres. Si c'est une donnée sensible, vous allez devoir en plus effectivement obtenir un accord explicite et vous allez devoir en plus conserver la trace de cet accord explicite. Donc, Monsieur Tso nous a donné son accord le 21 mars 2024 de telle manière pour telle version de nos conditions, machin, etc. Donc, de sorte à ce que vous puissiez It's a prouver. new law in Switzerland. And, yeah, I need to be aware about this because Voilà. it's about the confidentiality and confidentiality, questions? data. Je pense que c'est un micro qui est ouvert. Là, je vais le fermer. Quick question. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Oui, pour la date, pour conserver les informations, est-ce qu'il y a une date, par exemple, est-ce que je dois comment savoir combien de temps je dois conserver ces données-là, ou bien quand est-ce que je peux m'en débarrasser? Est-ce qu'il n'y a Oui. pas, parce que j'imagine qu'il y a des dates butoirs différentes selon Oui. le business, selon le genre d'informations que j'ai récoltées. Oui. Ben, la loi, elle ne décrit pas ça, en tout cas pas dans la loi sur la protection des données. On vous dit qu'il faut les supprimer dès lors que vous n'en avez plus besoin. On ne vous donne pas de date, en tout cas pas là. Il y a un certain nombre de choses qui sont définies dans la loi. D'abord, tout ce qui concerne les données financières, RH, etc., liées aux assurances sociales, etc. Là, il y a déjà un certain nombre de dates qui sont très claires dans la loi. Vous êtes obligé de garder vos données financières pendant 10 ans. Les gens qui sont partis, vous devez également, pour des questions fiscales, de droit, etc., pouvoir prouver un certain nombre de choses pendant un certain nombre d'années. Donc, il y a déjà d'autres lois, finalement, qui définissent un certain nombre de ces délais. Ensuite, ben, vous devez, là où il n'y a pas de loi, c'est à vous de vous poser la question de ce qui est raisonnable. Voilà, donc reprenons le cas d'un candidat, un candidat que vous n'avez pas retenu. A priori, vous n'avez pas besoin de conserver cette donnée au-delà de, je ne sais pas, peut-être 2-3 mois, parce que peut-être qu'il va vous écrire qu'il n'est pas content, etc. Mais au-delà de ça, j'entends, on n'a plus besoin de ce dossier. Quand on est face à un candidat qui a candidaté, mais qui nous intéresse, mais qu'on on peut pas lui proposer un poste tout de suite parce qu'on n'a pas le poste, ben on peut lui demander, en lui disant, moi c'est ce que je fais, on lui demande si on peut conserver finalement ces données dans notre base de données au cas où on aurait un poste qui se libère dans les mois qui viennent. Nous, on a été un petit peu gonflés, je dois vous dire, on lui a dit qu'on proposait de garder 2 ans, c'est beaucoup, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on leur communique, on est transparent sur ce qu'on fait, et puis ben, au-delà de 2 ans, soit on le recontacte, c'est souvent ce qu'on fait, parce que nous, on a tellement de peine à trouver du monde qu'on relance les gens si finalement on n'a pas réussi à les engager à un moment donné, et puis voilà, donc soit on les relance et on leur redemande si on peut conserver leurs données, ben soit ou malheureusement il faut les supprimer. Mais c'est un peu de cas en cas. Je pense qu'avec vos clients, tant que vos clients actifs sont actifs, ben, il ne faut pas supprimer leurs données, vous en avez besoin. Tant que des gens sont sous contrat, il faut les garder. Puis ensuite, à vous de déterminer ce qui est raisonnable. Voilà. D'accord. Donc c'est du cas par cas. Voilà, pour tout ce qui n'est pas défini dans la loi. Oui. D'accord. Merci.
compris. D'autres questions? Alors oui, j'ai des questions. Ah, je vois dans les commentaires, j'ai quelques questions dans les commentaires. Alors, je vais essayer de les passer en revue. Clac, clac. Va-t-on recevoir le PDF de votre présentation? Ça, je ne sais pas. Il faut qu'on pose la question à Brigitte si elle est toujours en ligne pendant que je vois les autres questions. Oui, Rémi, j'ai marqué que ça faisait partie du kit NLP disponible. D'accord, parfait. La présentation que tu as faite. Merci Brigitte. On m'a corrigé origine ethnique et pas éthique, merci. Voilà, j'ai fait certainement une erreur. Le livre blanc, il est disponible malheureusement qu'en français. On s'est posé la question de la traduction. Mais voilà, c'est quelque chose que ben voilà, chez Softcom, on a fait bénévolement et puis qu'on offre au Clusis et ça nous donne quelques petits sous finalement pour animer nos événements et continuer à faire vivre notre petite association. On a demandé un devis pour la traduction et ça coûtait 3 fois ce qu'on a encaissé. Donc, du coup, on a décidé de ne pas faire de traduction et j'en suis désolé, mais on aurait bien aimé, quoi. Voilà. Ensuite, les données sensibles sont incluses dans les données personnelles. Qu'en est-il des données financières? Sont-elles des données sensibles? Alors, parlons de ces données sensibles. Je vous ai donné quelques exemples sur les données sensibles et les données personnelles. C'est quelque chose qui n'est pas figé dans le marbre, hein. En fonction du contexte, en fonction du fait qu'on peut corréler des informations, peut-être avoir avec différentes sources de données, finalement, arriver à profiler quelqu'un, ça peut devenir des données sensibles. Et on n'a pas une définition très claire de tout ça. Et quand je pose la question, parce que moi-même, je ne suis pas juriste et je ne suis pas Data Protection Officer, quand je pose la question à des spécialistes du domaine, ben, ils nous répondent un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est un petit peu de cas en cas. Donc, il faut creuser de manière juridique pour savoir si on a affaire vraiment à des données sensibles ou pas. Donc, voilà, si vous avez des projets sur lesquels vous avez un doute, ben, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, posez la question, adressez-vous à un juriste pour qu'il analyse la situation. Si vous ne savez pas à qui vous adressez, adressez-vous au Clusis, on vous mettra en relation avec des gens qui sauront répondre à vos questions. Voilà. Alors, en qualité d'informaticien, que faire si nos clients ne veulent pas procéder à la mise en conformité de leur installation? Ouais, ben, c'est dommage, effectivement. Je pense qu'il y a encore malheureusement beaucoup d'entreprises qui ne se mettent pas, qui font pas suffisamment ou qui sont pas suffisamment conscients des risques cyber auxquels ils sont exposés. Ben, rejoignez le Clusis et puis aidez-nous finalement à sensibiliser ces gens. On fait plein d'événements comme ce soir, des événements gratuits de sensibilisation pour essayer d'informer les gens. J'étais ce matin auprès d'une entreprise à Neuchâtel. Je leur ai donné des exemples de hacking et les conséquences que ça peut avoir en termes de protection des données. Il n'y a malheureusement que comme ça qu'on peut faire évoluer un petit peu les mœurs. Je pense qu'on est vraiment un petit peu des bisounours en Suisse sur ce sujet. C'est une vraie guerre hein, qui se passe à l'échelle internationale sur cette problématique cyber. Et malheureusement, ceux qui ne comprennent pas ça, ben, ils risquent de se faire avoir plutôt que les autres. Et il faut comprendre qu'il y a une proportion extrêmement importante, hein, on parle de 40 à 60% des sociétés qui ont été hackées, qui posent le bilan dans les 18 mois qui suivent. 40% de celles qui ont payé les rançons se font hacker une deuxième fois. C'est à peu près les statistiques qu'on a. Et puis 40 à 60%, je n'ai pas le chiffre exact en Suisse, des entreprises qui se font hacker posent le bilan dans les 18 mois. On ne se relève pas d'une situation si elle est grave. La dernière qui a fait la une des journaux, c'était Xplain. Vous avez vu cette société bernoise qui travaille pour la Confédération. On en a beaucoup parlé parce que FedPol leur a confié des données. Ces données sont sorties dans le dark web. Je ne leur veux pas du mal à Xplain. Je les plains. Franchement, je n'aimerais pas être à leur place. Mais ils ont aujourd'hui des dizaines de plaintes pénales sur le dos avec cette affaire et
et je ne sais même pas si leurs clients, alors qu'ils étaient considérés comme une société vraiment de confiance, hein, si FedPol leur a donné des données de production, c'est vraiment qu'ils leur faisaient confiance. Et je ne sais même pas si cette confiance va pouvoir être établie et si cette société va pouvoir repartir. Donc voilà, il faut juste comprendre qu'être victime d'une attaque, ben, c'est peut-être mourir tout de suite, parce que si on n'est pas capable de repartir et puis de redémarrer, ben, la société s'arrête. Si vous perdez votre fichier client puis vous n'avez pas de sauvegarde, ben, ça s'arrête. Voilà, vous ne pouvez pas repartir comme ça. Puis si vous pouvez repartir, ben, quelles sont les conséquences? Ça, c'est une deuxième question. Franchement, enfin, voilà, moi, je ne sais pas quoi dire d'autre aux entreprises qu'elles risquent la faillite si elles ne prennent pas la mesure des choses, quoi. Voilà. Est-ce que les autorités sont soumises à la NLPD? Si oui, peut-on remarquer que les données de près de 3000 policiers bernois volés par des cyber machin sera responsable pénalement? Alors, oui, alors les autorités sont soumises à la NLPD, les autorités fédérales sont soumises à la NLPD et les autorités cantonales et communales, elles, sont soumises à la loi sur la protection des données cantonales. Donc, il y a un préposé fédéral à la protection des données qui adresse les sociétés privées et l'administration fédérale. Et il y a un préposé cantonal dans chaque canton qui adresse le canton et les communes. Voilà. Ensuite, donc, oui, j'ai vu cette attaque sur les histoires des téléphones des policiers. Donc, ben, il y aura forcément, j'imagine, une enquête initiée par, ben, typiquement par FedPol ou par d'autres. Est-ce qu'il y aura plainte pénale ou pas? Je ne sais pas. Qui sera responsable? A priori, c'est un problème technique de l'application. Donc, on va certainement se retourner vers l'éditeur ou celui qui offre ce service aux différentes polices. J'imagine, hein, je ne suis pas dans l'enquête, donc je vous donne ma lecture là, à chaud de cette affaire. Et puis, est-ce qu'il sera pénalement responsable? Je ne peux pas le dire, parce que voilà, il faut encore avoir voulu, il faut avoir une volonté de nuire. Si derrière, on est victime d'un hacking alors qu'on a mis toutes les protections possibles, nous, quand on développe des logiciels, on demande à nos clients, est-ce que vous voulez qu'on fasse des tests d'intrusion par des sociétés spécialisées externes? Est-ce qu'on fait des rapports? Est-ce qu'on répète ces tests régulièrement? Combien vous voulez investir finalement dans cette sécurisation du système d'information? Dès lors qu'on a fait tout ça, qu'on a tout fait, qu'on a mis en place des tests, ben, je ne vois pas trop ce qu'on peut nous reprocher pénalement. On s'est fait avoir par plus fort que nous, quoi. Voilà. Donc, il y a des risques qu'il y ait des plaintes pénales. Est-ce qu'elles aboutiront ou pas? Je ne sais pas. Mais oui, ça devient de plus en plus préoccupant et les attaques sont de plus en plus techniques. Voilà, j'ai pris toutes les questions que j'ai trouvées dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. Vous êtes encore 40 personnes qui sont restées connectées. S'il n'y en a pas d'autres, je vous remercie pour votre intérêt sur ce sujet de la NLPD. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la mise en place de votre projet au sein de vos organisations. Et puis, je souhaite encore de pouvoir profiter de ce qui reste de l'été. Voilà. N'hésitez pas à suivre nos activités sur le site du CLUSIS ou sur les réseaux sociaux. On a continuellement des événements qui sont destinés aux PME. Donc voilà, on se réjouit de vous retrouver dans d'autres contextes. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.